Vous souhaitez éviter toute erreur lors de votre déclaration de sinistre en matière d'assurance habitation. Vous souhaitez connaître les différents pièges qui pourraient se dresser au moment de cette déclaration et donc éviter de potentiels litiges et surtout de ne pas être indemnisé correctement, c'est-à-dire à la hauteur de vos préjudices réels. Dans cette vidéo, je vais faire le tour de ce que prévoit la loi en passant de la déclaration elle-même jusqu'à l'expertise potentielle pour l'évaluation de vos dommages. Et enfin, je parlerai également des recours dans le cas où il y a un blocage sur votre dossier de sinistre ou carrément un refus de la part de l'assureur de vous indemniser. Alors d'abord, on va se poser la question de savoir dans quel délai vous devez déclarer votre sinistre. Alors le délai courant, en principe, dans le contrat d'assurance habitation, pour la plupart des sinistres, c'est 5 jours ouvrés, c'est-à-dire 5 jours travaillés. Donc du lundi au vendredi. Il faut quand même préciser qu'il y a certains délais de déclaration de sinistre qui sont plus spécifiques que d'autres. Et notamment, je pense au cas de la garantie contre le vol. En principe, le délai est plus court. Souvent, c'est 2 jours ouvrés dans le contrat. Vous pouvez regarder directement dans votre contrat si jamais vous êtes concerné par cette situation. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de catastrophe naturelle, il y a un délai spécifique qui est prévu par la loi, qui est imposé par la loi, et il est de 30 jours à compter de la publication de l'arrêté, c'est-à-dire le jour où il a été publié au JO, c'est-à-dire au journal officiel. Vous pouvez retrouver cette publication directement sur le site legifrance.fr. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à regarder votre contrat pour être certain du délai de déclaration, et sachez que si ces délais ont l'air stricts, il faut savoir qu'il y a des exceptions qui sont possibles, et notamment dans le cas où vous avez un motif légitime qui a fait que vous n'avez pas pu déclarer dans les délais. Sachez que si jamais l'assureur refuse de prendre en compte votre déclaration de sinistre parce que vous étiez hors délai, il va devoir, lui, justifier d'un préjudice du fait du retard de votre déclaration. Donc, si jamais vous recevez un refus, demandez par écrit la justification du préjudice que subit votre assureur pour ne pas prendre en compte votre déclaration de sinistre parce qu'elle serait hors délai. Donc, ne vous laissez pas faire. Concernant la rédaction de la déclaration de sinistre, en réalité, c'est pas vraiment une rédaction puisque souvent ça se fait par internet et vous êtes guidé par un formulaire. Mais en principe, il faut décrire la date, le lieu, les circonstances et les dommages observés. Émettez des réserves quant aux dommages puisque peut-être que vous n'avez pas encore connaissance de l'ampleur totale des dommages. C'est très important de dire ce qui est actuellement constaté et émettre des réserves pour potentiellement que la liste des dommages s'allonge. Listez déjà les biens concernés avec l'estimation provisoire si nécessaire. Par exemple, vous pourrez très bien prendre un tableau où vous mettez d'un côté le meuble qui a été endommagé, le meuble ou la partie de votre immeuble qui a été endommagé, l'estimation de ce meuble ou des réparations et enfin les justificatifs attachés à ce dommage. Aussi, lors de la déclaration de sinistre, dites tout ce que vous avez fait de manière conservatoire pour ne pas que le dommage s'aggrave. C'est hyper important puisque l'assureur va prendre aussi en compte ce que vous avez dû faire pour limiter au maximum les dommages. Enfin, quand vous déclarez, souvent ça se fait par internet, demandez toujours, en principe c'est automatique, mais un accusé réception écrit de votre démarche, c'est-à-dire de votre déclaration de sinistre. Si par contre vous l'avez fait par téléphone, vous demandez bien au conseiller par téléphone de vous envoyer un mail qui confirme la création du dossier de sinistre, récupérer le numéro de sinistre et également consulter qu'à l'intérieur tout est bien indiqué comme vous l'avez déclaré. Alors qu'est-ce que vous pouvez joindre à votre déclaration de sinistre? J'ai répondu partiellement juste avant, c'est-à-dire que vous devez joindre tout ce qui vous semble utile. Il vaut mieux mettre des pièces inutiles plutôt que de rien mettre. Donc photo datée des dommages, donc de toute façon si vous avez par exemple un smartphone récent, il y a toujours des métadonnées, c'est-à-dire des données qui viennent préciser où est-ce que la photo a été prise, à quel endroit, etc. Donc ça vous l'aurez de toute façon dans votre téléphone. Et donc faites bien des photos de tous les dégâts consécutifs au sinistre. Si par exemple il y a eu un cambriolage, quand vous arrivez, ne touchez à rien, prenez les photos de tout votre logement en l'état. Ne modifiez pas si possible la scène. Également, si jamais il y a des biens qui manquent, si vous avez été cambriolé, si jamais des objets ont été touchés suite à un dégât des eaux, etc., vous pouvez d'ores et déjà récupérer les factures, les tickets, tous les justificatifs en fait qui vont permettre de justifier la valeur d'un bien ou justifier de son état au moment du sinistre. En gros, joignez tout document utile en lien avec le sinistre que vous déclarez. Il vaut mieux trop que pas assez. Une fois que vous avez fait votre déclaration de sinistre, vous allez avoir du coup un numéro de sinistre qui va vous être donné et potentiellement une expertise peut être mandatée par votre assureur. Alors, ne rien entreprendre avant cette expertise, c'est hyper important, sauf en urgence bien sûr, et ça vous le déclarez à l'assureur si jamais vous le faites. Mais ce qui est hyper important, c'est de ne rien toucher si possible. N'essayez pas de réparer quoi que ce soit, à moins bien sûr, encore une fois, que ça aggrave. Par exemple, je pense au cas du dégât des eaux. Si jamais vous voyez que ça continue à couler, il faut absolument faire intervenir quelqu'un, mais passez toujours par votre assureur. Dites-lui toujours que vous allez faire ça et demandez toujours des traces écrites de vos échanges avec l'assureur. Donc l'expert, il est là pour regarder la cause du sinistre, l'étendue des dégâts, et ensuite va venir le moment du chiffrage par l'assureur, c'est-à-dire le calcul de votre montant d'indemnisation et par exemple de la prise en charge des différents artisans qui vont devoir intervenir pour résoudre votre situation dommageable. Alors l'indemnisation à la fin, elle va dépendre non seulement de cette expertise, c'est pour ça que c'est hyper important. Et d'ailleurs, vous pouvez demander à
votre assureur le rapport écrit de l'expert pour déjà, vous, de votre côté, estimer le montant de l'indemnisation qu'il va vous falloir pour remettre en état votre logement. Mais aussi, il va dépendre, ce montant d'indemnisation, de votre contrat. Donc aussi, pareil, vous pouvez être proactif, regardez votre contrat, regardez les franchises, c'est-à-dire le montant que vous allez devoir payer pour faire intervenir votre assureur, pour qu'il vienne couvrir les dommages que vous subissez. Également, les plafonds d'indemnisation. Alors, le plafond d'indemnisation, c'est le montant maximal jusqu'auquel votre assureur peut vous indemniser. Et ça va dépendre aussi de quelle garantie vous déclenchez. Par exemple, les plafonds d'indemnisation à la suite d'un cambriolage vont être différents que les plafonds d'indemnisation parfois à la suite d'un dégât des eaux. Regardez aussi des exclusions au contrat pour anticiper les refus et déjà vous constituer des arguments qui peuvent venir neutraliser le refus potentiel de l'assureur d'intervenir. Si jamais il y a un désaccord, que ça se passe mal avec votre assureur, il y a différents niveaux de contestation et vous êtes obligé de passer par ces différentes étapes avant de pouvoir saisir un juge. D'abord, il va falloir faire une réclamation écrite structurée auprès du service réclamation de l'assureur. Si jamais vous n'avez pas l'adresse, vous demandez directement à la personne chargée de votre sinistre. Vous envoyez tout ça par lettre recommandée, accusé réception pour vous constituer une preuve juridique de votre envoi. Gardez bien sûr une copie de votre courrier et à l'intérieur, vous expliquez tous les arguments qui vont à l'encontre de la décision de l'assureur de ne pas prendre en charge le sinistre ou bien de ne pas prendre la totalité des réparations en charge. Si le blocage persiste, là, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire contacter la médiation de l'assurance. Pareil, les coordonnées, ils doivent vous les donner dès lors que vous le demandez. Enfin, si jamais il y a toujours un blocage, là, il va falloir se tourner vers la justice, c'est-à-dire la saisine d'un juge au sein du tribunal judiciaire le plus proche de chez vous. Par contre, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un avocat, puisqu'en réalité, l'avocat va pouvoir déjà faire un filtre et vous dire si oui ou non c'est pertinent d'aller devant un juge et quels sont les risques financiers et juridiques vous concernant. Si jamais après le sinistre, vous n'êtes pas content de votre assureur, sachez que vous avez le droit de changer. Si ça fait plus d'un an que vous êtes engagé auprès de cet assureur habitation, vous pouvez donc résilier à tout moment dès lors qu'il y a un an de contrat qui est passé et sans justification et sans frais. Et si jamais tel est votre souhait, n'hésitez pas à utiliser mon comparateur. C'est un outil qui est gratuit et sans engagement, disponible sur mon site internet legassure.fr/comparateur assurance habitation. Vous verrez, vous obtiendrez selon votre profil et les offres actuelles du moment différents tarifs qui pourraient vous intéresser et même parfois avoir des meilleures garanties, être encore mieux protégé que votre ancien contrat pour un prix qui est équivalent voire moins élevé. Donc n'hésitez pas à faire l'essai, ça ne vous engage pas de toute façon et si jamais vous souhaitez souscrire, vous pouvez le faire directement en ligne et c'est le nouvel assureur qui va prendre en charge la résiliation de votre ancien assureur. Donc vous n'avez même pas de paperasse à faire, tout est fait par le nouvel assureur. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé, à vous abonner pour vous tenir informé en matière de contrat pour vos assurances, puisque je traite non seulement de l'assurance habitation mais d'autres assurances. Ça peut toujours vous intéresser. N'hésitez pas à utiliser le comparateur gratuit et sans engagement dont le lien se trouve dans la description. Et enfin, n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous avez d'autres questions plus spécifiques qui vous viennent en tête et notamment ça peut me donner des idées pour d'autres vidéos. Je vous remercie encore de m'avoir regardé.